C'est le dernier contrat que vous avez signé pour eux. Celui qui devait vous soulager, celui qui vous promettait qu'il serait, enfin, en sécurité. À ce moment-là, Orpea est un empire intouchable. 1100 établissements, 23 pays, des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une machine si puissante qu'elle finit par anesthésier toute forme de doute. Et puis, janvier 2022, un livre sort, Les Fossoyeurs. En quelques jours, l'image de marque s'évapore pour laisser place à l'horreur. Partout en France, des milliers de familles se réveillent avec la même boule au ventre. Et si on avait fait confiance au mauvais système? Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un scandale financier. On va plonger dans les rouages d'un système qui a trahi la confiance de toute une nation. Orpea est fondée en 1989 par le docteur Jean-Claude Marian. Au départ, une promesse simple. Prendre le relais là où les familles n'y arrivent plus seules. Le groupe grandit vite. Il rachète, il s'internationalise. En 2002, il entre en bourse. Et à partir de là, quelque chose change dans la logique de l'entreprise. On ne gère plus seulement du soin, on gère de la croissance. Année après année, Orpea étend son périmètre. Maison de retraite médicalisée, clinique de réadaptation, établissement psychiatrique. Le groupe est présent dans 23 pays, avec plus de 1100 établissements et 90 000 lits. Un empire. Mais ce qui fait vraiment la force d'Orpea, ce n'est pas sa taille, c'est ce qu'il vend. Quand une famille confie un proche à Orpea, elle n'achète pas seulement une chambre ou des soins. Elle achète ce qu'elle ne peut plus assurer. La certitude que quelqu'un de compétent veillera sur ce qu'elle aime. Et cette certitude est presque impossible à évaluer de l'extérieur. On peut visiter, serrer des mains. Mais la vraie qualité, la présence humaine quand la porte se reforme, personne ne peut la mesurer. Orpea le sait. Et c'est sur cette asymétrie que le modèle repose. Il transforme la vulnérabilité en marché, avec tous les signes extérieurs de la respectabilité, croissance, cotation en bourse, promesse d'expertise. Pendant des années, la promesse tient. Les familles font confiance. Le groupe continue de grossir. Puis, ce que personne ne voulait regarder en face devient impossible à ignorer. Janvier 2022. Un livre sort. Les Fossoyeurs. Et soudain, ce qui relevait encore du murmure devient impossible à contenir. Les extraits paraissent. Les accusations se répandent. Et personne ne venait la lever. Voilà ce que je reproche. Orpea les conteste, mais le choc est immédiat. En quelques jours, le groupe ne ressemble plus à un acteur rassurant du grand âge. Il ressemble à une affaire nationale. L'action plonge. La cotation est suspendue. Les ministres réagissent. Les familles appellent les établissements. Et tout à coup, et partout en France, la même question remonte. Pas seulement « est-ce qu'Orpea a menti ?» mais « qu'est-ce qu'on a accepté de ne pas regarder en face ?» L'État comprend vite que l'affaire dépasse un seul livre. Dès février, le gouvernement annonce une série de contrôles. En mars, 150 établissements ont déjà été inspectés. Nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. D'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées. J'en ai la preuve. Mais à ce stade, quelque chose a déjà changé de manière irréversible. Le nom Orpea n'évoque plus la sécurité. Il devient le nom d'un doute. Et une fois que ce doute s'installe, plus personne ne peut faire semblant de ne pas voir. Après le choc, vient la vérification. Pas les slogans, pas les promesses, les comptes, les procédures, les circuits de décision. Et ce qu'on découvre est encore plus inquiétant que le scandale lui-même. En juin 2022, l'audit indépendant met au jour des éléments graves. Des frais de personnel artificiellement gonflés, des paiements suspects à des tiers, un système sans aucun contrôle interne satisfaisant. Un groupe peut toujours contester un récit, il peut discuter une enquête. Mais quand ses propres audits montrent que la machine ne tient pas ses propres comptes, le problème n'est plus seulement moral, il devient structurel. Ce que l'affaire révèle alors, c'est un système où la vulnérabilité humaine, l'argent public et la logique financière se sont retrouvés enfermés dans la même boîte noire. Et quand cette boîte s'ouvre, tout remonte. D'abord,
la question de l'argent public. En novembre 2022, Orpea annonce qu'il remboursera l'intégralité des 55 800 000 € réclamés par la CNSA. Je pense que ce montant de millions, nous avions les éléments pour dire de ne pas le rembourser. J'ai décidé de le rembourser. Une entreprise ne rembourse pas une telle somme au cœur d'un scandale si tout cela n'était qu'un malentendu médiatique. Puis vient la deuxième découverte. Le groupe n'est pas seulement fragilisé moralement, il est aussi étranglé financièrement. En 2022, Orpea affiche une perte annuelle de 4 milliards d'euros. Son patrimoine immobilier perd 2 milliards de valeur en un an. Même les murs commencent à perdre de leur poids. À ce stade, la crise n'a plus rien d'un simple scandale de réputation. Elle devient politique, elle devient financière, elle devient existentielle. Parce que ce qui se joue désormais, ce n'est plus seulement la vérité sur les pratiques passées. C'est une question plus froide, plus brutale. Est-ce qu'Orpea peut encore survivre sous le poids de ce qu'on est en train de découvrir? En 2023, la réponse tombe. Oui, mais pas en l'état. Pour éviter l'effondrement, le groupe doit être entièrement restructuré. En février 2023, Orpea annonce un accord massif. 3 800 millions d'euros de dettes sont traités. 1 550 millions de nouveaux fonds sont injectés. Le contrôle passe à un consortium mené par la Caisse des dépôts. Les anciens actionnaires sont presque pulvérisés. Pour sauver l'entreprise, il faut d'abord détruire l'Orpea d'avant. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il ne reste pas seulement une dette à restructurer, il reste un nom, devenu trop lourd à porter. En mars 2024, Orpea disparaît officiellement. Le groupe devient Emeis. Le discours officiel parle de nouveau départ, de refondation. Mais derrière ce vocabulaire, la réalité est plus brutale. On ne rebâtit pas Orpea, on l'efface. Et c'est peut-être la fin la plus troublante de toute cette histoire. Parce que le groupe, lui, survit. Les établissements restent, les murs restent, les lits restent. Ce qui disparaît, c'est le nom qui portait la promesse. En février 2026, Emeis annonce même sa sortie anticipée du plan de sauvegarde. Le groupe a survécu au choc. C'est là que l'affaire devient plus dérangeante qu'une simple chute. Parce qu'on pourrait croire qu'un scandale pareil détruit tout. En réalité, non. Il détruit une réputation. Il détruit un nom. Il détruit une façade. Mais le système, lui, trouve encore un moyen de continuer. Orpea n'a pas seulement révélé les dérives d'un groupe. Il a révélé quelque chose de plus vaste, plus inconfortable. Le jour où l'affaire éclate, ce n'est pas seulement une entreprise qui vacille, c'est une illusion. L'illusion qu'un grand nom, une cotation en bourse et un discours bien rodé suffisent à garantir la dignité de ceux qu'on ne peut plus protéger soi-même. On a changé le nom, on a restructuré la dette, on a effacé une partie de l'ancien Orpea pour permettre au groupe de survivre. Mais la vraie question, elle, n'a pas disparu. Que devient une société quand elle confie ses plus fragiles à un système qu'elle ne regarde vraiment qu'au moment du scandale? Le nom Orpea a disparu. Le doute, lui, est resté. Et maintenant qu'il est là, une autre question s'impose. Combien d'autres institutions, en apparence solides, continuent de prospérer sur une confiance que personne ne vérifie vraiment? Si cette histoire t'a marqué, dis-le en commentaire. Parce que certaines entreprises ne s'effondrent pas seulement à cause de leurs erreurs, elles s'effondrent parce qu'elles n'auraient jamais dû devenir un marché.